Bonjour à tous, c'est votre conseiller santé. Alors parlons aujourd'hui d'un phénomène un peu étrange que beaucoup d'entre nous connaissent parfaitement. Vous savez, ce moment précis où l'on se réveille en plein milieu de la nuit avec cette sensation vraiment désagréable aux extrémités. On se demande naturellement pourquoi nos mains s'engourdissent-elles exactement pendant qu'on dort. C'est une question super fréquente. Et franchement, ça peut parfois devenir une vraie source d'inquiétude quand on ne sait pas ce qui se passe. Mais rassurez-vous tout de suite, c'est une expérience physiologique tout à fait courante. Et la plupart du temps, les causes sont facilement identifiables et surtout très gérables. Juste avant d'aller plus loin, si vous appréciez cette approche éducative et apaisante de la santé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne dès maintenant, ça soutient notre travail. Allez, explorons ensemble ce phénomène nocturne fascinant, vraiment étape par étape, pour bien comprendre ce qui se passe sous notre peau. Pour bien comprendre tout ça, on va suivre un cheminement tout simple. D'abord, on va se pencher sur le mystère des mains engourdies. Ensuite, on regardera du côté de nos positions de sommeil. Puis, nous aborderons le syndrome du canal carpien, suivi de l'atteinte du nerf cubital, et enfin, la neuropathie périphérique. On terminera bien sûr par les méthodes de soulagement et les moments où il faut consulter. Première partie donc, le fameux mystère des mains engourdies, pour bien comprendre l'origine globale de ces fourmillements nocturnes. Imaginez un peu la scène. On est en plein sommeil, vraiment au cœur de la nuit, et soudain, un réveil brutal. La cause ? Une sensation d'inconfort super spécifique. La main semble lourde, c'est comme si elle était presque sans vie, n'est-ce pas ? Et puis il y a cette fameuse sensation, comme si des milliers de petites aiguilles venaient nous picoter la peau. Doucement, mais de façon vraiment intense. C'est quelque chose de totalement universel, mais sur le moment, avouons-le, c'est toujours très surprenant. Le premier réflexe qu'on a tous, c'est généralement de secouer le bras dans tous les sens ou de se masser fermement la main. Et ce qu'on ressent à cet instant précis, c'est tout simplement le langage silencieux de nos nerfs. Ils sont en train de nous dire qu'ils ont subi une contrainte. Du coup, face à ces réveils un peu bizarres, la toute première question qui nous vient à l'esprit, c'est: s'agit-il d'une simple mauvaise posture qu'on a prise sans même s'en rendre compte ? C'est vraiment par là qu'on doit commencer notre petite enquête, car la façon dont on positionne nos bras influence directement la bonne circulation du sang. Et ça, c'est absolument crucial pour la suite. Passons à notre deuxième point, les positions de sommeil. C'est, sans conteste, une cause extrêmement fréquente et heureusement tout à fait temporaire. Alors quand on dort, nos muscles se relâchent complètement. C'est le but, me direz-vous. Mais de ce fait, il arrive super souvent qu'on glisse un bras sous l'oreiller, ou pire, qu'on laisse reposer lourdement notre propre tête sur notre bras. Mais que se passe-t-il vraiment sous la peau à ce moment-là ? Eh bien, le poids de notre corps va exercer une pression mécanique directe. Et c'est une pression étonnamment puissante. Elle vient littéralement écraser les petits vaisseaux sanguins, ceux-là même qui sont chargés d'apporter l'oxygène et les nutriments indispensables à nos nerfs. Donc, privés de cet approvisionnement vital, même de façon transitoire, les nerfs s'endorment à leur tour. Ils bloquent purement et simplement la transmission des sensations. C'est un peu comme couper le disjoncteur. Heureusement, notre organisme est bien fait et réagit super vite. Les données médicales disponibles sont claires et plutôt rassurantes. Ces fourmillements disparaissent généralement en quelques minutes après avoir relâché la pression sur le membre. En fait, dès qu'on change de position, le sang se remet à circuler librement. La petite vague de picotement qui suit, c'est justement la preuve absolue que les terminaisons nerveuses reprennent le travail. Par contre, un point d'attention, si ça arrive très fréquemment et sans pression évidente, alors il faut envisager d'autres pistes. Et c'est justement ce qui nous amène à notre troisième point, le fameux syndrome du canal carpien qui représente une compression nerveuse vraiment très ciblée. Contrairement à une mauvaise posture globale où tout le bras est engourdi, ce syndrome-là se concentre sur une zone anatomique ultra précise. Pour bien comprendre pourquoi les doigts peuvent devenir si douloureux au milieu de la nuit, il faut vraiment visualiser la structure intime du poignet. C'est un véritable carrefour, extrêmement dense, où circulent plein d'éléments vitaux. Imaginez un peu le canal carpien comme un tunnel. Mais attention, un tunnel très étroit et particulièrement rigide, formé par une sorte de plancher d'os et un plafond de ligaments très ferme situé juste à la base de la paume de la main. À l'intérieur de cet espace extrêmement confiné, on trouve les tendons de nos doigts, mais aussi un élément absolument crucial, le nerf médian. Ce nerf, c'est un peu le chef d'orchestre de la sensibilité pour le pouce, l'index, le majeur et même une petite partie de l'annulaire. Le gros problème de ce fameux canal, c'est qu'il n'est pas du tout extensible, pas d'un seul millimètre. Alors si les tendons s'irritent et commencent à gonfler, ou si des fluides s'y accumulent pour une raison ou une autre, eh bien le nerf médian se retrouve dangereusement coincé, littéralement écrasé contre les parois de ce tunnel rigide. Mais vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui favorise exactement ce rétrécissement si insidieux ? Les travaux les plus solides pointent du doigt plusieurs facteurs contributifs très fréquents.
D'abord, il y a la physiologie tout simplement. Les données montrent que les femmes sont environ 3 fois plus susceptibles de développer ce syndrome. C'est une différence notable. Ensuite, on trouve les conditions inflammatoires globales, comme l'arthrite par exemple, qui peuvent provoquer un gonflement local des articulations au niveau du poignet. Il y a aussi les troubles métaboliques, avec le diabète en tête de liste, qui rendent les nerfs beaucoup plus vulnérables aux dommages liés à la compression. Mais ce n'est pas tout. Les changements hormonaux jouent un rôle vraiment majeur dans toute cette mécanique. Pensez à la rétention d'eau qu'on observe souvent pendant la grossesse, ou bien aux troubles liés à la glande thyroïde. Tout ça peut augmenter de façon significative la pression à l'intérieur du canal carpien. Et enfin, même si la nuit reste le moment le plus critique pour les symptômes, il ne faut pas oublier nos journées. Les mouvements répétitifs du poignet au quotidien sont de grands coupables pour irriter ces tendons au fil des années. Alors, comment ce syndrome se manifeste-t-il spécifiquement pendant qu'on dort ? Eh bien, le symptôme classique, celui qu'on reconnaît vraiment entre mille, c'est ce besoin totalement irrépressible de secouer la main pour retrouver la sensation perdue. Souvent, le sommeil est interrompu par des douleurs lancinantes, des sensations de brûlure ou des engourdissements tellement intenses qu'ils réveillent. Et tout ça se concentre vraiment sur les premiers doigts de la main. Face à cet inconfort profond, notre réflexe instinctif, c'est presque toujours de secouer le poignet énergiquement, de le masser de façon très appuyée ou même de laisser pendre le bras dans le vide, sur le bord du lit, en espérant que ça passe. Mais pourquoi diable ce geste si simple apporte-t-il un tel soulagement ? C'est très logique en fait. Quand on dort, on a très souvent tendance à se recroqueviller et à plier nos poignets vers l'intérieur. Cette posture en flexion, malheureusement, elle vient fermer encore davantage le canal carpien. Ça multiplie la pression sur le nerf médian, donc en secouant la main et en replaçant le poignet dans un axe bien droit, on tente tout simplement et mécaniquement de redonner un peu d'espace vital à notre pauvre nerf. Poursuivons avec notre 4e suspect dans cette enquête nocturne, l'attente du nerf cubital et ce qui se passe précisément quand c'est le coude qui est impliqué. On vient de voir en détail ce qui se passait avec le nerf médian au niveau du poignet. Maintenant, on va déplacer notre attention un peu plus haut sur le bras. Parlons du nerf cubital. Lui, il voyage depuis notre cou, il descend tout le long du bras et passe par la face interne de notre coude pour enfin rejoindre la main. Tiens, une petite anecdote, c'est exactement ce nerf-là qui provoque cette fameuse décharge électrique super douloureuse quand on se cogne le coude par mégarde contre un meuble. Ce nerf est en fait extrêmement exposé, parce qu'il passe juste sous la peau, dans une petite gouttière osseuse vraiment toute fine. Et comme le coude est une articulation qu'on plie et qu'on déplie tout le temps, la position superficielle du nerf le rend particulièrement vulnérable. Du coup, la compression de ce nerf cubital se produit très souvent à cause d'habitudes posturales dont on n'a même pas conscience. Par exemple, dormir avec le coude plié de façon prolongée, ça vient carrément étirer le nerf autour de l'os. C'est exactement comme si vous tendiez un câble à l'excès. Cet étirement constant finit forcément par irriter le nerf et réduire son apport sanguin. Et le résultat, ce sont des réveils où une toute autre partie de votre main vous semble complètement endormie. Arrivé à ce stade, vous vous demandez peut-être comment faire la différence entre un problème du nerf médian et un problème du nerf cubital, vu que les deux réveillent la nuit. Eh bien, c'est comme un jeu de pistes. La clé se trouve dans la cartographie très précise de l'engourdissement. Il faut vraiment regarder le bout de vos doigts. Le nerf médian, on l'a vu, il est lié au canal carpien. Il affecte toujours le pouce, l'index, le majeur et seulement la moitié de l'annulaire. Donc, si ce sont ces premiers doigts qui fourmillent, c'est clairement vers le poignet qu'il faut chercher. En revanche, le nerf cubital, lui, innerve l'auriculaire, c'est-à-dire le petit doigt, ainsi que l'autre moitié de l'annulaire. C'est vraiment la zone externe de la main. Alors, un petit conseil pour la prochaine fois qu'un réveil nocturne sera perturbé par ces sensations, prenez quelques secondes, même si vous êtes à moitié endormi, pour identifier très exactement quels doigts sont concernés. C'est un indice absolument précieux pour comprendre quel trajet nerveux est en difficulté à ce moment-là. Abordons maintenant le 5e point de notre cheminement, la neuropathie périphérique. C'est une situation qui se caractérise par une atteinte nerveuse beaucoup plus globale. Jusqu'à présent, on a surtout parlé de compression mécanique bien localisée. Vous savez, c'est un peu comme si on pinçait un tuyau d'arrosage à un endroit très précis, que ce soit au niveau du poignet ou du coude. Mais avec la neuropathie périphérique, on entre dans un mécanisme totalement différent. Ici, il ne s'agit plus du tout d'un nerf qui est coincé physiquement par une posture. Il s'agit plutôt d'une détérioration progressive de la santé de tout notre réseau nerveux situé à la périphérie du corps. C'est un processus beaucoup plus insidieux et d'ailleurs, il ne dépend pas nécessairement de la façon dont on dort. Pour comprendre d'où ça vient, il faut en fait regarder du côté de notre circulation sanguine globale. Les recommandations médicales actuelles soulignent un point majeur, une glycémie élevée, donc un taux de sucre dans le sang chroniquement trop important, ainsi que des triglycérides élevés peuvent endommager nos nerfs de façon totalement silencieuse au fil du temps. Pour bien visualiser, imaginez vos nerfs comme des câbles extrêmement délicats, qui ont besoin d'être nourris en permanence par des microscopiques vaisseaux sanguins. Or, un excès de sucre agit de manière quasi toxique sur ces micro-vaisseaux. Résultat, les nerfs sont privés de leur oxygène et de leurs nutriments, et ils commencent à se détériorer, très lentement, mais sûrement. Quels sont donc les signes distinctifs qui permettent de soupçonner cette neuropathie périphérique ?
Les symptômes qu'on observe incluent souvent des sensations de brûlure un peu sourdes ou des picotements quasi constants. Et c'est très souvent pire la nuit lorsque le corps est enfin au repos et que les stimuli extérieurs diminuent fortement. Mais attention, il y a une différence majeure ici à ne pas manquer. Contrairement au syndrome du canal carpien qui touche souvent une seule main, la neuropathie périphérique affecte généralement les deux côtés du corps en même temps de façon parfaitement symétrique. Un autre point de repère absolument crucial, c'est qu'elle touche très souvent les pieds et les jambes en tout premier, bien avant de remonter pour atteindre les mains. Dans les cas plus avancés, cette détérioration silencieuse peut même aller jusqu'à perturber l'équilibre général. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si ces explications vous aident à y voir plus clair et à mieux comprendre les signaux de votre propre corps, pensez à aimer cette présentation et à la partager avec vos proches. L'éducation à la santé, c'est vraiment une ressource précieuse qu'il faut diffuser. Savoir reconnaître ces symptômes bilatéraux est en tout cas fondamental pour la suite. Nous voici arrivés à notre dernière grande partie, le soulagement au quotidien, la consultation médicale et les petits gestes qui protègent efficacement vos nerfs. Comprendre pourquoi nos mains s'engourdissent, c'est bien, c'est même indispensable, mais savoir comment réagir de façon concrète au quotidien, c'est encore mieux. Rassurez-vous, il existe des stratégies de gestion très accessibles, fondées sur des approches purement ergonomiques, qui peuvent vraiment aider à soutenir la vitalité de vos nerfs. Bien entendu, ces mesures ne remplacent jamais un avis médical personnalisé, mais elles constituent d'excellentes habitudes de base. Par exemple, si on soupçonne une gêne liée au canal carpien, la priorité numéro 1, c'est de maintenir cet espace ouvert. Comment faire? La première étape recommandée, et sans doute la plus efficace, c'est de porter une attelle de poignet neutre pendant la nuit. Cette petite attelle toute légère va empêcher votre poignet de se plier inconsciemment, ce qui soulage instantanément la pression sur le nerf médian. C'est bête comme chou, mais ça change tout. La deuxième étape, c'est d'améliorer l'ergonomie à votre poste de travail. Vérifiez que votre clavier d'ordinateur permet à vos poignets de rester dans un axe bien droit, sans cassure. Et enfin, la troisième étape, accordez de vraies pauses à vos mains. Quelques minutes d'étirement réguliers suffisent souvent à limiter considérablement l'inflammation. Maintenant, si on soupçonne plutôt une atteinte du nerf cubital, la stratégie va logiquement se concentrer sur la protection de votre coude. La toute première recommandation, c'est de faire un effort pour garder ce coude tendu pendant la nuit, ou du moins relâcher à un angle modéré, disons d'environ 45 degrés. Il faut vraiment éviter de s'endormir les bras complètement croisés ou trop serrés contre la poitrine. La deuxième étape de protection s'applique, elle, à vos journées bien remplies. Il faut à tout prix éviter de s'appuyer lourdement sur les coudes de manière prolongée, que ce soit sur un bureau, une table ou même la coudoir d'une chaise. Pensez-y, un appui fort écrase directement le nerf qui passe juste sous la peau. Enfin, pour les personnes qui ont des symptômes nocturnes vraiment très persistants et gênants, porter une petite coudière de protection souple pour dormir peut s'avérer extrêmement judicieux. Ce petit enveloppement protecteur va agir comme un coussin tout doux et il va limiter mécaniquement la flexion excessive de cette articulation fragile sans même que vous ayez à y penser. Bien sûr, malgré l'adoption rigoureuse de toutes ces bonnes petites habitudes ergonomiques, il reste absolument fondamental de savoir quand il faut passer à l'étape supérieure et consulter un professionnel de santé. Il y a des signes très clairs qui indiquent qu'une évaluation médicale approfondie est requise. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous constatez des fourmillements qui deviennent constants ou qui ne cèdent pas du tout quand vous changez simplement de position dans le lit. Autre signal d'alerte très sérieux, l'apparition soudaine d'une faiblesse musculaire dans la main ou une difficulté nouvelle et un peu inexplicable à saisir de petits objets du quotidien. Si vous vous mettez à faire tomber vos clés ou que vous avez soudainement du mal à tenir un stylo, il ne faut surtout pas l'ignorer. De la même manière, une douleur chronique qui vient perturber durablement la qualité de votre sommeil ou une perte notable de coordination dans vos mouvements fins nécessite une attention médicale sans le moindre délai. Un médecin sera capable de réaliser des tests spécifiques, de vérifier la conduction électrique de vos nerfs et de vous proposer la prise en charge la plus adaptée à votre situation exacte. Pour conclure ce tour d'horizon, j'aimerais que l'on garde toujours à l'esprit cette réflexion essentielle. Une prise en charge précoce des engourdissements nocturnes peut véritablement aider à prévenir des dommages nerveux durables et surtout améliorer de façon très significative la qualité de notre sommeil. Nos nerfs, ce sont des structures anatomiques à la fois tellement précieuses et tellement délicates. Alors écoutez attentivement les signaux subtils qu'ils nous envoient, ce n'est jamais un acte d'inquiétude inutile. C'est au contraire une démarche super proactive, intelligente, pour préserver la fonctionnalité de nos mains sur le très long terme. Si ces explications vous ont été utiles, si elles vous ont permis de vous éclairer et de vous rassurer, je vous invite vraiment à aimer cette présentation, à la partager avec votre entourage qui pourrait en avoir besoin, et bien sûr à vous abonner à la chaîne Vitalis. On continuera d'explorer ensemble avec grand plaisir les fascinants mécanismes de notre santé. Merci du fond du cœur pour votre écoute attentive et surtout, prenez soin de vous.